merci de vous être déplacés aujourd'hui pour les séminaires du mardi co-organisés donc avec la chaire de recherche sur la jeunesse. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tom Chevalier qui vient vous présenter son travail de thèse qu'il a soutenu il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, voilà, sur l'état social et les jeunes. Donc Tom est aujourd'hui chercheur associé à Sciences Po Paris et à Terre à l'université Panthéon-Assas. Et donc, pour ne pas perdre plus de temps, je lui laisse la parole. Merci beaucoup Virginie. Alors bonjour, bon après-midi. Je vais vous présenter donc mon travail de recherche, donc de ma thèse que j'ai soutenue il y a pas très longtemps, sur l'état social et les jeunes en Europe. Donc voilà, donc c'est une comparaison en fait des politiques publiques qui visent à promouvoir l'indépendance des jeunes en Europe. Alors d'abord, sur comment définir et problématiser cet accès à l'indépendance, cet accès à l'autonomie des jeunes. Alors, pour commencer, on peut voir que, donc, c'est assez visible dans le contexte actuel, le chômage augmente pour les jeunes, il est assez élevé dans la plupart des pays d'Europe. De même pour la pauvreté qui augmente et qui donc pose le problème de l'accès à notamment la protection sociale des jeunes en Europe. Or, il y a une grande diversité d'accès à cette protection sociale. Je vais donner un exemple rapide, l'accès au revenu minimum, puisque si on regarde les limites d'âge pour cet accès au revenu minimum, on voit par exemple un revenu minimum donc, à 25 ans pour la France avec le RSA, un revenu minimum avec un âge limite à 18 ans pour le Royaume-Uni, un âge limite à 15 ans pour l'Allemagne, et il n'y a pas de limite d'âge officielle pour la Suède, par exemple. Donc voilà, donc on a une grande diversité d'accès à la protection sociale, donc c'était un exemple pour introduire cette diversité des politiques publiques qui peuvent permettre l'accès à l'indépendance des jeunes. Comment donc comprendre cette diversité ? Et c'est ce que mon travail essaye de faire. Alors, pour bien saisir cet enjeu de l'accès à l'indépendance de la jeunesse, je vais d'abord resituer cette problématique de la jeunesse en tant que nouvel âge de la vie au sein du cycle de vie. Tout d'abord, pour bien comprendre cet enjeu, il faut voir que tout au long depuis la fin du XIXe siècle, il y a eu un mouvement de tripartition progressive du cycle de vie. La tripartition du cycle de vie, c'est tout simplement l'idée que désormais, à ce moment donné, de la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, on a séparé le cycle de vie en 3 moments, en 3 âges, avec l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Et cette tripartition du cycle de vie a été notamment produite par les politiques publiques. Les politiques publiques, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation du cycle de vie et de la tripartition du cycle de vie. Par exemple, la mise en place des systèmes d'éducation et leur montée en charge, donc avec la massification de l'éducation progressive, cette politique publique a débouché sur l'institutionnalisation de l'âge de l'enfance. L'enfance a été distinguée du coup de l'âge adulte en donnant comme fonction à la jeunesse de se former pour pouvoir ensuite, à l'âge adulte, avoir un travail. À l'autre bout du cycle de vie, les systèmes de retraite, par exemple, ont progressivement institutionnalisé l'âge de la vieillesse, avec donc ce statut de retraité, les âges légaux pour accéder aux pensions de retraite, etc. Du coup, c'est le premier mouvement de l'institutionnalisation du cycle de vie. Cette institutionnalisation a ensuite débouché sur une standardisation des trajectoires individuelles. De plus en plus d'individus ont du coup eu le même type de trajectoire avec l'obligation de passer par le système éducatif, puis ensuite de rentrer sur le marché du travail une fois devenu adulte, et ensuite pouvoir accéder éventuellement aux pensions de retraite. Le troisième moment de cette tripartition du cycle de vie, c'est la synchronisation des transitions. En ce qui concerne donc la transition à l'âge adulte, c'est-à-dire le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est l'idée que toutes les différentes étapes qui constituent l'entrée dans l'âge adulte sont passées au même moment.
Donc dans le même moment, dans le même mouvement, on finit ses études, on accède à l'emploi, on quitte le foyer parental et on fonde une famille. Voilà, c'est cette idée de synchronisation des trajectoires produite par l'institutionnalisation de la tripartition du cycle de vie. Dans cette configuration-là, la jeunesse n'existe pas, puisqu'on passe directement du statut d'enfant au statut d'adulte. Voilà. Et donc la jeunesse en tant qu'âge spécifique du cycle de vie, bien sûr il y a des jeunes, il y a des gens qui ont 20 ans, qui ont 18 ans, mais en termes de statut, on est soit un enfant, soit un adulte. Et on passe assez rapidement de l'un à l'autre. Bien sûr, il reste des différences en termes de genre, notamment. Les femmes, par exemple, se mariaient en tout cas plus rapidement que les hommes, et donc, par exemple, pouvaient devenir adultes plus rapidement. De même que des différences en termes de classe sociale, avec les classes populaires ou dans les campagnes qui rentrent plus rapidement sur le marché du travail et donc deviennent adultes plus rapidement. Donc c'est le schéma synthétise cette idée donc, de tripartition du cycle de vie, et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette idée de tripartition du cycle de vie, donc elle est liée à une fonction sociale spécifique pour chaque âge de la vie, l'enfance pour l'éducation, l'âge adulte pour le travail, et la vieillesse pour le repos, le droit au repos, la retraite. Mais ça débouche aussi sur un type de financement spécifique. Quand on est enfant, on est pris en charge par ses parents. Quand on est adulte, on a accès aux revenus du marché d'un emploi sur le marché du travail. Et quand on est dans l'âge de la vieillesse, on a accès aux pensions de retraite. Et enfin, on a un statut spécifique dans la protection sociale, puisque quand on est enfant, on est ce qu'on appelle enfant à charge, donc on accède aux prestations de façon indirecte en tant qu'enfant à charge, alors que quand on est adulte, on accède aux prestations en tant qu'indépendant, en tant qu'adulte, en tant qu'allocataire. Et quand on est dans l'âge de vieillesse, on accède aux prestations en tant que retraité, pensionné. Voilà. Et le dernier élément de cette institutionnalisation de la tripartition du cycle de vie, c'est l'idée de chronologisation, c'est-à-dire de mise en place aussi de limites d'âge qui structurent ce cycle de vie. Typiquement, pour la fin de l'enfance, on va mettre en place l'âge de fin de scolarité obligatoire. Ce sera l'âge qui symbolise le passage, la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte. De même, l'âge légal d'accès aux pensions de retraite va symboliser l'entrée dans la vieillesse. Dans cette conception donc, de la tripartition du cycle de vie, la jeunesse n'est pas une période du cycle de vie, mais elle l'est progressivement devenue depuis en gros les années 70 via la complexification de la transition à l'âge adulte. Plusieurs mécanismes débouchent sur cette émergence de la jeunesse comme nouvel âge de la vie. Tout d'abord, l'allongement de la jeunesse. C'est l'idée que les âges auxquels sont franchies les différentes étapes qui jalonnent l'entrée dans la vie adulte sont progressivement repoussés. On finit les études plus tardivement, on entre sur le marché du travail plus tardivement, on se marie plus tardivement, etc. etc. C'est cette idée d'allongement de la jeunesse. Deuxième élément, la désynchronisation des transitions. On ne franchit plus en même temps les différentes étapes, donc on peut continuer ses études et être toujours chez ses parents, ou alors on peut rentrer sur le marché du travail et être au chômage et reprendre ses études. On peut quitter le domicile parental, avoir un travail et on est au chômage et donc on retourne chez ses parents. Voilà, donc c'est l'idée que toutes les transitions se désynchronisent les unes avec les autres, ne sont pas passées en même temps et du coup, également, troisième élément, sont réversibles. C'est l'idée de yo-yoisation des transitions. Donc on rentre sur le marché du travail et puis on retourne faire des études pour améliorer ses chances d'employabilité, par exemple, si on est au chômage. Ou alors, donc, comme je l'ai dit, on quitte le domicile parental et on revient ensuite en cas de difficulté ou peu importe. Voilà, donc c'est la troisième caractéristique qui complexifie l'entrée dans la vie adulte et qui progressivement fait émerger ce nouvel âge de la vie, pas au sens où il y a une institutionnalisation d'un nouvel âge de la vie équivalent à l'enfance ou à l'âge adulte, mais plutôt comme
une espèce d'âge entre deux, âge provisoire entre l'enfance et l'âge adulte, du fait de ces différents mécanismes. Je passe rapidement sur les exemples. Alors, pour finir ces propos introductifs, les deux causes principales donc, de cette complexification de l'entrée dans l'âge adulte, c'est notamment donc, l'allongement de la durée des études avec la massification de l'éducation qui donc, va reculer l'âge auquel on finit ses études et donc auquel on entre sur le marché du travail. Processus couplé à l'essor du chômage des jeunes et aux difficultés croissantes d'insertion sur le marché du travail qui, là encore, recule l'accès à l'emploi et donc le fait de pouvoir bénéficier des revenus du marché du travail en son nom propre. Donc ce sont des exemples, mais je passe rapidement aussi. Alors, dans ma thèse, je me focalise sur l'enjeu de l'accès à l'indépendance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand on parle des différentes étapes donc, de transition à l'âge adulte, on peut distinguer grosso modo deux types de transition. Il y a la transition familiale, on quitte le foyer parental et on fonde une famille. Et il y a aussi la transition professionnelle. On finit ses études, on trouve un emploi. C'est plutôt ce deuxième type de transition que j'ai regardé dans ma thèse, notamment pour saisir, pour penser la façon dont les jeunes accèdent à l'indépendance. Alors, dans la littérature, on oppose de temps en temps autonomie et indépendance, dans le sens où l'indépendance renverrait à quelque chose de plus matériel. C'est pour ça que moi j'utilise plutôt le terme indépendance plus que le terme autonomie, dans la mesure où moi je regarde principalement l'accès à des ressources financières. Donc l'accès à une indépendance vraiment financière, dans quelle mesure les jeunes peuvent accéder à des ressources qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Et c'est ce que j'ai appelé la citoyenneté socio-économique. Voilà, pour rattacher ça à l'enjeu plus global de la citoyenneté, penser en termes de la citoyenneté, c'est pouvoir participer donc à une collectivité, avoir un statut d'adulte dans la collectivité, reconnu aussi par les autres membres de la société. Et la citoyenneté socio-économique serait donc une partie de cette citoyenneté, dans la mesure où, pour participer à la collectivité, il faudrait avoir des ressources financières qui nous permettent de subvenir à nos besoins. Voilà. Donc, quelle action de l'État pour promouvoir cette indépendance des jeunes et promouvoir cette citoyenneté socio-économique des jeunes? Donc, il y a plusieurs types de politiques publiques qui peuvent être mises en place par l'État. On a les politiques d'éducation qui peuvent être très diverses. Hein. On peut avoir donc, pour les jeunes donc, au niveau du secondaire, l'apprentissage, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, mais aussi l'éducation non formelle. Donc il y a différents types d'enseignements d'éducation qui peuvent être mis en place. On a les politiques de l'emploi qui, elles aussi, peuvent être très très diverses. On peut avoir la régulation du marché du travail, le salaire minimum, on peut avoir les emplois aidés, par exemple, dans le secteur public, des exonérations de cotisations sociales. Voilà, donc les instruments à disposition au sein même de la politique de l'emploi sont très diverses pour promouvoir l'emploi des jeunes. On a aussi la politique familiale, les allocations logement, les aides aux étudiants, les bourses, les prêts, etc. Et enfin, les prestations chômage comprises de façon générale, c'est-à-dire à la fois l'assurance chômage, mais aussi les prestations de revenu minimum, par exemple, auxquelles peuvent accéder les jeunes au chômage ou inactifs. Alors, donc dans ma thèse, j'élabore une typologie donc de ce que j'ai appelé les régimes de citoyenneté socio-économique des jeunes en Europe, en essayant de me focaliser sur les politiques que je viens de présenter et en essayant de regarder donc quelles sont les cohérences, quelles sont les logiques qui peuvent émerger quand on regarde toutes ces politiques ensemble dans un même moment, et ensuite de comparer les différentes logiques entre les pays européens et essayer de voir comment penser, comment comprendre cette diversité des logiques qui structurent toutes ces politiques publiques qui visent à promouvoir l'indépendance des jeunes. Donc ma typologie, elle est structurée autour de deux dimensions qui renvoient à deux modes d'intervention de l'État pour promouvoir l'indépendance des jeunes. En effet, donc pour promouvoir cette indépendance financière des jeunes, l'État peut intervenir de deux façons différentes. Ou bien l'État va
favoriser l'accès à l'emploi des jeunes. Donc l'État va aider les jeunes à accéder à l'emploi. Et donc la source de financement du jeune sera le marché, l'accès à l'emploi. Mais l'État peut mettre en place des instruments qui vont aider l'entrée sur le marché du travail pour les jeunes et les aider à accéder à l'emploi. Les politiques qui sont concernées sont alors les politiques d'éducation et les politiques de l'emploi. La deuxième façon dont l'État peut intervenir pour promouvoir l'indépendance des jeunes, c'est de délivrer directement un revenu aux jeunes via une aide publique. Sont alors concernés d'autres types de politiques publiques, à savoir la politique familiale, qui est donc pour le sujet de la jeunesse, qui comprend à la fois les obligations alimentaires pour les parents, mais aussi les allocations familiales, ou encore les aides fiscales aux familles. On a également les aides aux étudiants, donc qui sont constituées des bourses et ou des prêts. Donc les aides aux étudiants dans la mesure où ils ne comprennent pas la politique familiale, ce qui peut arriver. Donc là, juste les bourses et les prêts. On a aussi les allocations logement. Et enfin, ce que j'ai déjà dit, la couverture chômage, donc les prestations de revenu minimum, les prestations chômage, que ce soit des prestations d'assurance ou d'assistance. Donc, pour chacune de ces dimensions, donc, oui, je n'ai pas mentionné, donc la première, je l'ai dénommée citoyenneté économique, puisqu'elle est liée directement au marché du travail, donc à l'entrée sur le marché du travail. C'est une formulation qui provient de la littérature féministe, qui considère que pour promouvoir l'émancipation des femmes, le premier moment, c'est de leur permettre de pouvoir entrer sur le marché du travail. De même pour les jeunes, il faut les aider à entrer sur le marché du travail, donc c'est la citoyenneté économique. La deuxième dimension, c'est la citoyenneté sociale, dans le sens d'accès aux prestations de l'État-providence, compris comme des aides publiques. Donc la première dimension se décline en deux modalités. La première modalité, je l'ai dénommée donc la citoyenneté économique inclusive, et alors qu'à l'opposé, donc la deuxième stratégie est la citoyenneté économique sélective. Alors la logique de la première citoyenneté économique inclusive, c'est l'idée que l'État va tout miser sur les compétences pour permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi. C'est l'idée que l'accès à l'emploi est déterminé en grande partie par les compétences que vont acquérir les jeunes, notamment dans le système éducatif, et ce, d'autant plus dans le contexte du passage à une économie post-industrielle, de l'information, etc., où les compétences deviennent de plus en plus cruciales pour accéder à l'emploi. Et donc dans cette stratégie, l'État va essayer de délivrer des compétences à tous les jeunes pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Donc c'est l'objectif du Learn First, c'est-à-dire l'objectif de développer la formation pour tous les jeunes. Donc pour la politique d'éducation, c'est l'idée que cette politique d'éducation doit délivrer des compétences à tous les jeunes. Donc cela débouche sur des inégalités scolaires assez faibles, dans le sens où il y aura peu qualifiés à la sortie du système éducatif, peu de décrochage scolaire notamment. Et la politique de l'emploi agit ensuite comme une compensation de la politique d'éducation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que la politique d'éducation est là dans un premier temps pour donner des compétences à tous les jeunes. La politique de l'emploi est là pour donner une deuxième chance à ceux qui passent entre guillemets entre les mailles du filet. Il y a quand même malgré tout dans cette logique des jeunes qui sortent prématurément du système éducatif, qui n'accèdent pas à des compétences suffisantes pour accéder à l'emploi. Et donc la politique de l'emploi est là pour donner une deuxième chance à ces jeunes. Elle donne une deuxième chance à ces jeunes en développant d'une part des dispositifs de formation professionnelle, puisque l'objectif est de donner des compétences. Donc c'est la formation professionnelle qui va être privilégiée au sein des dispositifs de la politique de l'emploi pour lutter contre le chômage des jeunes, d'une part, et d'autre part, ces dispositifs de formation professionnelle vont être spécifiquement ciblés vers les jeunes peu qualifiés et non ouverts à tous les jeunes. Voilà, c'est l'idée de vraiment donner une deuxième chance aux jeunes peu qualifiés.
Et c'est une politique de l'emploi qui se concentre donc sur l'offre de travail, c'est-à-dire sur les travailleurs, et pas sur la demande de travail, c'est-à-dire les entreprises. Donc on développe des dispositifs de la politique de l'emploi qui directement sont ciblés sur les travailleurs, formation professionnelle, etc. Et l'illustration de ce type d'approche de la politique de l'emploi, c'est la garantie jeune. La garantie jeune, c'est l'idée de donner un filet de sécurité pour les jeunes qui sortent sans qualification du système éducatif, qui ont des difficultés à trouver un emploi, et on leur donne une deuxième chance en leur fournissant une formation professionnelle ou tout simplement en les socialisant au monde professionnel, etc., etc. À l'opposé, on a une citoyenneté économique sélective. Donc c'est l'idée que les compétences ne vont pas être délivrées à tous les jeunes. Donc il va y avoir un système éducatif très élitiste qui va se focaliser principalement sur une partie des jeunes. C'est pour ça que j'ai appelé en anglais cette stratégie Skills for the Best et pas Skills for All, dans le sens où le système va être tendu vers la production d'une élite et donc va laisser de côté sur le bord de la route de nombreux jeunes qui ne vont pas accéder à un certain niveau de compétences et qui donc ensuite, une fois rentrés sur le marché du travail, seront en difficulté. Donc dans ce système, dans cette stratégie, le système éducatif produit des inégalités scolaires importantes, des taux de décrochage scolaire assez élevés et potentiellement donc met en difficulté ces jeunes sur le marché du travail. La politique de l'emploi, ensuite, au lieu de compenser cet état de fait, va plutôt renforcer la logique qui est présente au sein du système éducatif, dans le sens où elle n'agira pas comme une deuxième chance donnée aux peu qualifiés, mais va au contraire renforcer les inégalités et les dispersions entre qualifiés et non qualifiés. Alors comment ça se traduit ? Ça se traduit dans le sens où il n'y aura pas nécessairement de formation professionnelle au sein de cette politique de l'emploi, et si formation professionnelle il y a, elle ne sera pas exclusivement ciblée sur les peu qualifiés, mais sera ouverte à tous les jeunes, et de fait sera captée par une grande partie, par les jeunes déjà qualifiés, ce qu'on trouve par exemple en France avec la formation professionnelle. Et pour les jeunes peu qualifiés, qui ont des difficultés sur le marché du travail, l'action de l'État va plutôt passer par une action sur la demande de travail plus que sur l'offre de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée que si ces jeunes sont moins qualifiés et donc sont moins, pour les entreprises, moins compétitifs, moins productifs, eh bien, l'idée, c'est de booster la demande des entreprises pour des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Et donc, l'État, au lieu de développer une formation professionnelle, va par exemple mettre en place des dispositifs tels que exonération des cotisations sociales pour l'embauche de jeunes, d'accord ? Donc, essayer de baisser davantage le coût du travail des jeunes pour promouvoir leur emploi, plutôt que de développer leur employabilité via un investissement dans le capital humain. Donc, on peut avoir l'exonération des cotisations sociales, mais on peut aussi avoir au sein du secteur public, avec le développement des emplois aidés, des emplois d'avenir récemment, etc. Donc ce sera une stratégie qui sera focalisée sur la demande de travail. Comment expliquer la présence de telle ou telle stratégie au sein des pays européens ? Alors, pour expliquer cette différence de stratégie, j'ai mobilisé le concept de macro-corporatisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le macro-corporatisme, c'est l'idée que les partenaires sociaux, donc à la fois les syndicats, mais aussi les organisations représentatives des employeurs, vont être très centralisées, représentatives, et vont être impliquées dans la formation des politiques publiques. Voilà, c'est ça l'idée de macro-corporatisme. Macro pour l'opposer au corporatisme sectoriel, c'est-à-dire au sein d'une branche professionnelle ou au sein d'un ministère particulier, comme on pourrait penser par exemple la corporation, je ne sais pas, de l'enseignement national ou ce genre de choses. C'est l'idée de macro-corporatisme, c'est d'un point de vue global sur toute l'économie, au-delà des secteurs particuliers, les partenaires sociaux sont très centralisés, sont très représentatifs et sont intégrés à l'élaboration des politiques publiques. Ce macro-corporatisme, du coup, via deux mécanismes, débouche sur une stratégie économique inclusive. Alors, pourquoi deux mécanismes différents ? Un premier mécanisme parce que, à
dans les pays où on trouve du macro-corporatisme, donc ce que je viens d'expliquer, on trouve aussi des partis, une domination des partis de gauche dans la vie politique à la fin du XXe siècle, ce qui fait qu'on a un processus politique où les partis de gauche tendent à redistribuer davantage en général en ce qui concerne l'État-providence. Il en est de même pour l'éducation, et donc il va y avoir une action pour redistribuer entre guillemets les compétences au sein de la population, et donc en développant l'éducation pour les peu qualifiés. Premier mécanisme potentiel. Deuxième mécanisme potentiel, c'est l'idée que les partenaires sociaux se coordonnent énormément, il va y avoir une centralisation des négociations salariales, ce qui fait que la structure des salaires, la structure salariale va être compressée, et donc avec des salaires minimums assez hauts, et que du coup, pour que les entreprises puissent être compétitives avec des coûts du travail assez élevés, il faut que les jeunes soient aussi plus compétitifs, et que donc il faut limiter l'importance des jeunes peu qualifiés, et donc investir massivement dans l'éducation à tous les niveaux, et notamment pour les peu qualifiés. Voilà. Ensuite, deuxième dimension, la citoyenneté sociale. Là encore, deux stratégies différentes en fonction de la représentation que l'on se fait de la jeunesse dans le cycle de vie. La jeunesse renvoie-t-elle davantage à l'enfance, à l'âge de l'enfance, ou renvoie-t-elle davantage à l'âge de l'adulte? Et donc là, on peut avoir deux stratégies différentes. La familialisation de la citoyenneté sociale lorsqu'on considère les jeunes davantage comme des enfants, ou une individualisation de la citoyenneté sociale lorsqu'on considère les jeunes davantage comme des adultes. Donc ça a des conséquences ensuite en termes institutionnels, comment on délivre les aides et quel type d'aide on délivre. Par exemple, on va avoir des obligations alimentaires pour les parents à l'égard de leurs jeunes enfants, même s'ils sont majeurs, lorsqu'il y a familialisation. Donc par exemple en France, en Allemagne, on a des obligations alimentaires tant que les jeunes ne sont pas indépendants financièrement, alors que dans les pays où l'on trouve de l'individualisation, les obligations alimentaires des parents s'achèvent très rapidement. Ensuite, le statut dans la protection sociale sera donc différent. On aura un statut de dépendant ou d'enfant à charge lorsqu'il y a familialisation, quand bien même donc, un jeune serait plus âgé que 16 ou 18 ans. Et alors qu'à l'opposé, pour la stratégie d'individualisation, les jeunes seront considérés plus facilement comme des indépendants, comme des allocataires qui peuvent accéder aux prestations en leur nom propre. Dans la même logique, les limites d'âge seront donc différentes. On aura des limites d'âge plus élevées lorsqu'il y a familialisation, donc typiquement au-delà de 20 ans, autour de 25 ans la plupart du temps. Ce qui fait que quand on est en dessous de cet âge, eh ben on a un statut de dépendant, ça va avec. Alors que dans les pays où on a davantage une individualisation de la citoyenneté sociale, les limites d'âge sont plus basses, en dessous de 20 ans, autour de 18 voire 16 ans parfois, et qui donc permet un accès au statut d'indépendant dans la protection sociale plus rapidement. Ensuite, l'aide aux étudiants est également très différente en fonction des deux stratégies, puisque dans la tripartition du cycle de vie, un enfant est un individu qui est en éducation. Or, un jeune qui poursuit ses études est toujours en éducation. Donc, dans la pensée du cycle de vie, si être en éducation, c'est être un enfant, alors un jeune étudiant est également un enfant. Donc, la façon dont on va considérer l'étudiant, est-ce toujours un enfant en éducation ou pas, est cruciale. Pour la familialisation, un jeune toujours en éducation, même dans l'enseignement supérieur, c'est toujours un enfant. Donc, c'est la politique qui concerne les enfants qui va être mise en place, c'est-à-dire la politique familiale. La politique familiale, avec des allocations familiales qui vont se prolonger lorsque les jeunes sont en éducation, dans l'enseignement supérieur. Donc on voit en Europe en fait deux types. La France est un des seuls pays à avoir le même âge en fait limite pour les allocations logement, que le jeune soit en éducation ou pas. Mais dans pratiquement tous les autres pays, il y a un âge pour les jeunes de droit commun et il y a un autre âge plus élevé pour les jeunes toujours en éducation. Voilà. Alors que dans les pays où c'est une stratégie plus individualisée, la politique familiale s'achève à la fin de l'enfance officielle, c'est-à-dire vers 16-18 ans, et pour les jeunes dans l'enseignement supérieur, ce ne sont plus des enfants. La politique familiale n'a donc plus de rôle à jouer pour les soutenir. Et ça se retrouve pour le soutien étudiant, c'est-à-dire les bourses et les prêts. Comme c'est à la famille dans l'idée de la familialisation
C'est à la famille de prendre en charge les enfants, toujours en éducation. Donc les bourses ne sont là que pour aider les familles qui n'ont pas forcément les moyens de soutenir leurs enfants qui poursuivent des études. Donc on met en place des bourses pour une petite partie des étudiants et qui dépendent du revenu des parents. Alors que dans une perspective où la citoyenneté sociale est individualisée, les bourses ne sont plus là pour aider les familles, mais sont là pour permettre aux jeunes de poursuivre leur enseignement, leur indication dans l'enseignement supérieur. Et donc, ces bourses ne dépendent plus du revenu des parents et sont disponibles à la grande majorité des étudiants, voire le plus souvent à 100% des étudiants. Voilà. Contrairement à, en fonction des pays, entre 1 et 30% pour les pays qui choisissent la familialisation. Donc, la conséquence, c'est en partie que donc, la couverture sociale est plus faible dans les pays familialisés puisque les jeunes n'ont pas un statut d'indépendant, et elle est plus élevée dans les pays où l'on trouve une stratégie individualisée. Et pour expliquer pour expliquer que tel ou tel pays soit dans telle ou telle stratégie, c'est le régime d'État-providence qui là est important, à savoir la distinction entre les régimes bismarckiens et les régimes beveridgiens, en raison de l'importance du principe de subsidiarité. Donc le principe de subsidiarité, c'est le principe que l'on trouve dans les pays bismarckiens, dans les pays continentaux, et qui considère que c'est d'abord à la famille, d'abord aux communautés d'un point de vue plus général, de prendre en charge les personnes vulnérables. Et l'État n'intervient que de façon subsidiaire pour aider ces communautés ou la famille à aider les personnes vulnérables. Donc dans cette idée, pour appliquer à la jeunesse, dans les régimes bismarckiens, on aura tendance à une familialisation puisque l'État donnera davantage de rôle à la famille pour prendre en charge les enfants et les jeunes. Contrairement au régime beveridgien où la perspective est beaucoup plus individualisée en l'absence du principe de subsidiarité. Donc on aboutit, en croisant ces deux dimensions, à 4 régimes de citoyenneté socio-économique des jeunes, que je vais présenter par la suite. Alors, dans ma thèse, j'ai élaboré donc 2 indices pour chacune des dimensions, afin de classer les différents pays d'Europe de l'Ouest. Donc là, on a un résumé des 2 indices qui, si on les croise, débouchent sur 4 groupes de pays. Donc les lignes rouges sont les moyennes pour chaque indice. Et donc on voit le classement de 4 groupes de pays pour chaque cadran sur cette figure. Et donc si on les classe dans la typologie, ça donne ça. Voilà. Donc on a une citoyenneté encadrée avec l'Allemagne et l'Autriche, une citoyenneté habilitante avec les pays du Nord plus les Pays-Bas. On a la citoyenneté refusée avec tous les pays méditerranéens, mais aussi le Luxembourg, la Belgique et la France. Et on a enfin la citoyenneté de seconde classe avec les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni et l'Irlande. Et donc on voit que ça rejoint globalement, sauf quelques pays à la marge, mais ça reflète globalement les anciennes typologies des régimes d'État-providence ou de transition à l'âge adulte. Alors, pourquoi ces labels ? La citoyenneté habilitante des pays nordiques, c'est l'idée que dans ces pays-là, on a à la fois une individualisation de la citoyenneté sociale et une citoyenneté économique inclusive, dans le sens où l'État est là pour doter les jeunes de toutes les ressources dont ils doivent disposer pour devenir indépendants. Donc ils sont considérés comme des adultes, c'est l'individualisation de la citoyenneté sociale, et l'État va massivement investir dans la formation pour leur donner les moyens ensuite de trouver un emploi, d'être compétitifs, et même au niveau plus macro, pour permettre aux entreprises d'être plus compétitives sur les marchés internationaux et de se spécialiser dans des secteurs à haute valeur ajoutée. On a ensuite la citoyenneté encadrée de l'Allemagne et de l'Autriche. Pourquoi encadrée ? C'est l'idée que dans ces États, on a un accès à l'indépendance relativement rapide grâce à l'importance de l'apprentissage et de la formation professionnelle qui permet aux jeunes d'accéder à l'emploi de façon relativement rapide. Mais cet accès à l'indépendance se fait sous la double tutelle à la fois de la famille, via la familialisation de la citoyenneté sociale, mais aussi de la communauté professionnelle, du maître du stage, du maître d'apprentissage, en raison de l'importance du système d'apprentissage en Allemagne. On a ensuite la citoyenneté de seconde classe,
dans les pays anglo-saxons, c'est l'idée que les jeunes sont considérés comme des adultes, puisqu'il y a une individualisation de la citoyenneté sociale, mais pas des adultes comme les autres, avec des emplois qui seront souvent de mauvaise qualité, faiblement qualifiés, peu rémunérés, et une protection sociale qui peut être de moins bonne qualité également pour les jeunes. Donc, pour donner un exemple, le revenu minimum au Royaume-Uni, la Job Seekers Allowance, elle est bien disponible à partir de l'âge de 18 ans, donc les jeunes sont considérés comme des adultes, mais à un montant inférieur quand on est âgé de moins de 25 ans. Donc cette idée que les jeunes sont des adultes, mais pas exactement comme les autres. Et enfin, la citoyenneté refusée, c'est l'idée que à la fois la familialisation de la citoyenneté sociale donc, ne permet pas aux jeunes d'accéder à un statut d'indépendant au sein même du système de protection sociale, mais la citoyenneté économique sélective leur empêche également, les empêche d'accéder rapidement à des emplois qualifiés, bien rémunérés, etc. Il me reste 5 minutes. C'est ça. Alors, je vais passer très rapidement sur les points les plus importants sur les études de cas, puisque dans ma thèse, donc, je fais en plus 4 études de cas pour chacun des régimes d'état de citoyenneté socio-économique des jeunes, avec la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Je vais insister sur la différence sur la citoyenneté économique inclusive qu'on trouve en Suède et en Allemagne, puisque ces deux pays rentrent donc dans la stratégie de la citoyenneté économique inclusive, qui mise sur développer des compétences et les délivrer à tous les jeunes. Or, si on regarde le système éducatif de ces deux pays, ils sont très très différents. En Suède, on va avoir un système unifié, compréhensif, tous les jeunes vont dans la même école, il y a un tronc commun très très long, et donc c'est un système très égalitaire, avec très peu de décrochage scolaire, et donc qui délivre le même type de compétences à tous les jeunes et des compétences générales puisque la formation professionnelle est assez peu développée dans ce système éducatif. À l'opposé, on a le système éducatif allemand qui à première vue est complètement différent du système éducatif suédois dans la mesure où c'est un système tripartite. C'est-à-dire qu'à l'âge de entre 10 et 12 ans, les jeunes donc, passent des sélections, des tests et sont ensuite orientés dans des filières et des types d'écoles différentes. Donc une petite partie ira dans l'équivalent du lycée et pourra éventuellement passer le baccalauréat, l'abitur qui leur permettra ensuite d'accéder à l'université, mais la plus grande partie des jeunes va aller donc dans d'autres filières, des filières de formation professionnelle, d'apprentissage, etc. Et donc à première vue, on a un système beaucoup plus inégalitaire que le système suédois, et de fait, il est inégalitaire dans le sens où on a des grosses inégalités sociales dans ce système éducatif, dans le sens où l'origine sociale des parents, des jeunes, compte énormément pour expliquer l'entrée dans telle ou telle filière en Allemagne. En revanche, en termes de distribution des compétences, le fait d'avoir un système d'apprentissage qui est valorisé dans le pays en général, par les entreprises, etc., fait que cela délivre tout de même un certain type de compétences à tous les jeunes, en tout cas à une grande majorité des jeunes, même si ces compétences sont différentes en fonction des filières qui vont être choisies entre guillemets par les jeunes. Voilà. Et donc, bien que le système éducatif soit complètement différent, ce qui soit aussi lié aux stratégies économiques des pays qui sont très différentes. En Suède, on va avoir des stratégies économiques avec des grandes entreprises, des entreprises qui se spécialisent dans la high-tech par exemple, qui vont être présentes sur les marchés internationaux, où l'innovation rapide est très importante, alors qu'en Allemagne, il va y avoir une spécialisation avec beaucoup plus de PME, moins de grandes entreprises, mais une spécialisation dans l'industrie manufacturière, etc., et donc qui nécessite davantage de formation professionnelle, des compétences spécifiques qui sont acquises grâce à l'importance de l'apprentissage. Malgré la différence de ces deux stratégies économiques et de ces deux types de systèmes éducatifs, on a tout de même une stratégie inclusive dans le sens où ces deux systèmes, à leur manière, vont essayer de délivrer des compétences à tous les jeunes pour qu'ils s'insèrent sur le marché du travail. Et la politique de l'emploi jouera comme une deuxième chance, un filet de sécurité pour les jeunes qui passent au travers des mailles du filet. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais aller trop loin sur les études de cas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Très bien, merci beaucoup Tom. Donc, on a un petit quart d'heure pour prendre les questions donc, dans la salle. Je pense que ça va sans micro, non, enregistrement. Merci beaucoup d'abord pour cette présentation synthétique dont on imagine qu'il y a derrière évidemment d'immenses chantiers empiriques. Moi, je voudrais vous proposer de peut-être développer un aspect dont je me demande s'il est présent, c'est-à-dire la façon dont les jeunes ressentent ou envisagent le futur dans chacun de ces contextes. Parmi les questions, au fond, que soulèvent les politiques publiques en direction de la jeunesse, leur présence, leur absence ou leur caractère familialisé ou non, il y a évidemment comment on entre et on fait l'expérience de l'entrée dans l'âge adulte dans ces différents contextes. Et même si vous avez quelques pistes ou hypothèses sur l'impact que ça peut avoir sur même les représentations que les jeunes se font du futur. Parce que ça constitue, je dirais, le versant plutôt sociologique du travail possible issu de votre propre recherche. Si c'est possible, bien entendu, ou si vous avez des idées, je suis preneur. Bon, je ne parlerai pas des pays qui ne sont pas inclus, puisque ça, on a tous ces questions-là. Je pense aux nouvelles républiques issues du bloc de l'Est. On peut se demander comment on les classe ici, s'ils sont étatistes, plutôt beveridgiens, mais en même temps très familialisés. Donc, vous voyez, il y a des dissonances qui peuvent venir des pays quand on en ajoute, quoi. Mais bon, c'est une autre histoire. Je réponds tout de suite ou oui? Alors sur les États de l'Est, oui, donc j'ai effectivement pas assez d'éléments pour répondre, mais effectivement ça complexifierait la donne. De même si on met en... J'ai pas les États-Unis, j'ai pas le Canada, il y a plein de pays qu'on peut ensuite qui permettraient de complexifier l'analyse. Là, pour les pays de l'Est, je connais pas assez ces pays pour vraiment pouvoir me prononcer là-dessus. Pour les ressentis pour les jeunes, donc là, bon, mon travail de thèse porte pas dessus, mais j'ai pu avoir quelques hypothèses en tout cas qui demandent à être poursuivies ensuite après la thèse. Je pense qu'effectivement, en termes de ressenti des jeunes, en termes de à la fois confiance et son opposé, l'insatisfaction des jeunes à l'égard du système, ça a un impact. Et ce qu'on voit, c'est que dans les États en fait, déjà non familialisés, le taux de confiance des jeunes est globalement plus élevé. Alors après, il faudrait complexifier l'analyse, puisque même au sein de la population adulte, le taux de confiance est beaucoup plus élevé également, notamment dans les pays nordiques. Donc là, il faudrait faire la part de ce qui a trait à la société de façon globale ou au système qui concerne les jeunes en plus particulièrement. Ensuite, pour les pays, disons, familialisés, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de confiance, donc c'est très bas. Donc il y a une espèce d'insatisfaction à l'égard des systèmes qui est assez visible, mais qu'on peut décliner. Alors que moi, je décline souvent en utilisant la distinction d'Hirschman entre exit, voice et loyalty, et qui permet assez bien, je trouve, de rendre compte, par exemple, si on regarde le cas de la France ou des pays méditerranéens, pour rendre compte de la réaction des jeunes à l'égard du système. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, si on a la France, on a un système qui est au bénéfice des insiders, entre guillemets, donc des classes les plus aisées, qui vont, même s'ils vont éventuellement subir une petite précarité au début de leur carrière professionnelle avec quelques CDD ou quelques stages, finiront par ensuite devenir des insiders, rentreront sur le marché du travail, trouveront un job, etc. etc. Et donc à ce niveau-là, on est dans le pure loyalty, donc pas d'insatisfaction pour le moment pour ces jeunes-là. En revanche, pour les autres, ceux qui vont être peu qualifiés, il peut y avoir de l'insatisfaction qui était de la loyalty mais qui est en train de changer. On peut avoir de l'exit, et c'est ce qu'on a de plus en plus dans les pays du sud de l'Europe, avec beaucoup d'émigration, qu'on a un peu moins en France encore pour le moment.
Mais en France, on a beaucoup plus de voice et de certains types de voice. Donc on a, alors après, au sein même de voice, on pourrait décliner différents modes de prise de parole, puisque par exemple dans les pays du Sud, on pourrait avoir du voice du style indignados, mais on pourrait aussi considérer que les émeutes de 2005 en France, c'est aussi un type de voice d'une certaine jeunesse qui est peu qualifiée, qui n'a pas accès à l'emploi, etc. Et encore, si on prend l'actualité plus récente, on peut considérer que le vote pour Marine Le Pen, l'extrême droite, etc., c'est un certain type de voice pour les jeunes qui sont peu qualifiés, puisque le vote jeune peu qualifié est de plus en plus important pour les partis d'extrême droite. Voilà, et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir pour que les jeunes qui sont en loyalty en France, donc les futurs insiders, tout dépend de comment fonctionne le système et notamment de l'impact de la crise économique, puisque en fait, on avait aussi de ce type de loyalty pour l'Espagne et l'Italie, avec la montée en flèche du chômage des jeunes qui concerne aussi les qualifiés et pas seulement les peu qualifiés, alors qu'en France, on a encore un différentiel entre les peu qualifiés et les qualifiés pour le taux de chômage. Donc du coup, tout le monde est concerné par le taux de chômage. Du coup, le loyalty au sein même des qualifiés baisse, et c'est ça qui débouche sur l'exit grandissant des jeunes Espagnols et des jeunes Italiens qui partent de plus en plus en Angleterre et surtout en Allemagne désormais. D'autres questions? Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. J'en avais une. Justement, est-ce qu'il y a une évolution de ces typologies et des pays au sein de ces typologies? Est-ce que, notamment, je pense à la crise de 2008, est-ce que ça a des conséquences sur la conception de la citoyenneté sociale des jeunes dans ces différents pays? Alors, je vais faire deux réponses. Une réponse avant crise et une réponse post-crise. La première réponse avant crise, on voit quand même une certaine stabilité des régimes pour les pays. Donc, globalement, on a sur le long terme des pays qui se spécialisent dans un certain type de stratégie et qui ensuite bougent vraiment à la marge, donc peu de l'évolution, mais au sein même de chacun des régimes. Donc ça, c'est la tendance globale, avec un cas particulier qui est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, puisque c'est un pays typiquement qui, pendant longtemps, était plutôt du style continental bismarckien à la française ou à l'allemande, et qui, au fur et à mesure, après la Seconde Guerre mondiale, en fonction, enfin, il y a plein de choses qui expliquent ça, le corporatisme de la société, enfin, le macro-corporatisme de la société, mais aussi le changement du rapport de force politique au niveau des partis, etc., a fait que, en fait, les Pays-Bas se sont progressivement rapprochés des pays nordiques. Donc, ils sont passés d'une familialisation de la citoyenneté sociale à une individualisation. C'est le seul cas que j'ai en tête sur ça. Et ils ont progressivement investi dans une stratégie de citoyenneté économique inclusive. Donc voilà. Après, sur la réponse post-crise, donc l'impact de la crise sur les régimes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements qui sont introduits à la marge, encore pour le moment. Ça veut dire que ça ne met pas en question la logique majoritaire dominante de chacun des pays, mais on a quand même des évolutions qui importent en fait des dispositifs qui proviennent d'autres stratégies au sein des pays, et notamment du fait de l'action de l'Europe. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc un exemple, la garantie jeune, voilà, donc qui est typique des stratégies inclusives de citoyenneté économique, qui renvoie davantage aux pays nordiques et qui est donc promue par l'Union européenne, par la Commission européenne, avec désormais donc les pays qui essayent de s'en saisir plus ou moins et mettre en place ce type de dispositif. Donc dispositif, par exemple en France, on essaye de le mettre en place, la garantie jeunesse, alors même qu'il s'agit d'une stratégie qui n'est pas la logique dominante qu'on a en France. Alors après, il faut quand même nuancer ça, dans la mesure où, d'une part, la façon dont sont mis en œuvre les dispositifs, même si ce sont de nom le même dispositif, la façon dont ils sont mis en œuvre diffère grandement d'un pays à l'autre, d'accord, et donc du coup peut renvoyer plus ou moins à telle ou telle stratégie. Et donc typiquement, au Royaume-Uni, ils vont développer, alors ils n'ont pas voulu faire une garantie jeunesse
appelé comme ça, mais ils ont voulu faire un équivalent, mais qui du coup, par exemple, ne délivre que très peu de formation professionnelle. Donc en fait, ils développent un type de dispositif qui renvoie à la stratégie inclusive, mais en fait, en enlevant le côté learn faire et en renforçant le côté work faire, au contraire, en fait, c'est une espèce de prétexte pour mettre les jeunes au travail et non pas pour donner une deuxième chance et améliorer leur employabilité. Donc ensuite, il faut voir, au-delà même du label, voir la mise en œuvre concrète des dispositifs. Et ensuite, troisième élément, il faut voir tout ça, à chaque fois, ça fait système. Donc il faut voir, c'est pas parce qu'il y a un dispositif qui est mis en œuvre qu'en fin de compte, ça va changer la cohérence des différents des dispositifs et de la logique qui est mise en place. Et typiquement, là encore, au sein même des stratégies des États et des injonctions de l'Union européenne, on a des contradictions, puisqu'on a d'un côté, alors si on se place au niveau européen, on a d'un côté un discours qui va être plutôt stratégie économique inclusive, donc développer l'éducation, faire de la garantie jeunesse, il y a eu le paquet investissement social, etc. Et de l'autre côté, on a tout un discours sur économie des finances publiques, économie des finances publiques en général, qui est complètement contradictoire avec ce qui est dit par ailleurs par l'Union européenne. Donc on a au sein même du discours de l'Union européenne des injonctions paradoxales qui ensuite se retrouvent au niveau national. Et là, on le voit dans l'action du président Hollande, typiquement, la mise en place de contrats d'avenir renvoie davantage à une perspective de citoyenneté sociale sélective, alors même que la mise en place de la garantie jeunesse renvoie davantage à une citoyenneté économique inclusive. Est-ce qu'il restait une petite question ? Oui, bonjour. Quand vous parlez de la garantie jeune, mais en même temps, elle est le résultat en France, en tout cas, en Europe, je ne connais pas, mais suffisamment, d'une politique élitiste, on pourrait dire, parce qu'elle cible une population fragile, la garantie jeune. Donc c'est un peu le paradoxe. Dans quel sens élitiste, du coup ? C'est-à-dire qu'elle est le résultat d'une politique plutôt élitiste qui met sur la marge un certain nombre de jeunes, quoi. Oui. On pourrait considérer ça. Je dirais que là, j'utiliserai pas ces termes-là dans le sens où, quand j'utilise moi le terme élitiste, c'est vraiment, du coup, la conséquence, c'est une absence de deuxième chance, en fait, une absence de regard sur les autres. Et donc, conséquence, une absence de deuxième chance. Donc, à partir du moment où on pose le regard sur les autres jeunes, où on leur donne une deuxième chance, etc., même si c'est parce que on a beaucoup d'inégalités, etc., c'est plus la conséquence de l'élitisme, c'est justement une autre stratégie qu'on essaye d'importer. Voilà. Mais après, de fait, effectivement, si on a beaucoup de peu qualifiés en France, c'est aussi de décrochage scolaire et de jeunes en difficulté sur le marché du travail, etc., c'est du fait d'un très très fort élitisme du système éducatif. Merci. Merci beaucoup, Tom. On va devoir libérer l'amphithéâtre parce qu'il y a un cours après. Merci beaucoup, Tom, d'être venu parler aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Et donc, au mois d'avril, c'est Isabelle Lacroix qui viendra nous parler des questions de participation en protection de l'enfance. Voilà, merci.